ne voulons pas que les Européens nous dictent ce qu'on a à faire. C'est une première dimension. L'autre dimension, c'est de dire nous avons vocation à être la puissance qui organise les Amériques. Quand je dis les Amériques, évidemment, c'est Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique latine. En passant par Panama. En passant par Panama. Alors, une question, parce qu'il faut parler un peu, on a parlé déjà beaucoup de... Est-ce que vous avez été surprise, vous, par la victoire de Trump? Non, pas la première fois d'ailleurs non plus. Hein. J'étais un peu dans mon isolat. Alors qu'est-ce qui explique que la plupart de nos célèbres commentateurs et journalistes n'aient rien vu venir ou n'aient pas voulu voir venir? Alors, je ne me positionne pas pour, ce serait un peu difficile, mais je pense qu'il y a une sorte d'Amérique rêvée, c'est-à-dire une Amérique telle qu'on voudrait qu'elle soit, sur laquelle un certain nombre de gens projettent des valeurs et des représentations, et donc parfois une déception de cette Amérique. Et donc c'est parfois ces œillères qui fait qu'on veut la voir telle qu'elle est et pas la réalité, qui est compliquée aussi parce que on a chacun des Amériques. On le voit bien quand on discute avec ses proches, on n'a pas visité les mêmes lieux des Amériques, on n'a pas aimé les mêmes choses. Certains peuvent aimer le football américain, d'autres peuvent être fans de Taylor Swift, d'autres peuvent aimer Faulkner, d'autres peuvent rêver de la conquête spatiale, que sais-je. Et donc, en fait, il y a quand même un prisme à ne fréquenter que les gens qui nous ressemblent et à voir le monde par ce prisme. Et oublier que, eh ben, il y a peut-être 75 ou 77 millions d'Américains qui ont d'autres idées. Et donc, c'est ça qui est compliqué à saisir. C'est cette diversité des États-Unis qui n'est pas monolithique. C'est-à-dire, vous voyez, on dit tous les Américains. Mais en fait, ces Américains, ce n'est pas un groupe uniforme. Ils sont aussi différents que nous, les Français, avec des orientations politiques, des ambitions économiques, un positionnement sur l'environnement, que nous. Est-ce que vous avez été surprise par le ralliement de la tech à Trump? Alors oui. Parce que Marc, dont je ne sais après jamais le nom, alors lui c'est un... il a fait un virage à 180 degrés. Hein. Mais lui c'est un rallié de la dernière heure. Oui. Par intérêt, quoi. Oui, très clairement. Ce qui est plus intéressant, c'est quand même le ralliement d'Elon Musk. Alors, je laisse de côté son côté libertarien qui explique son ralliement, mais je crois que fondamentalement, ça renvoie à cette question qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, qui est le rôle et la centralité des hommes d'affaires dans la société et la culture américaine. C'est-à-dire qu'en France, un homme ou une femme d'affaires, surtout s'il réussit, qu'il gagne de l'argent, c'est toujours un peu suspect. Vous savez bien, l'argent, on n'en parle pas, on n'étale pas sa richesse, on n'étale pas sa réussite. Aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est vraiment un modèle sociétal. Et en fait, cette réussite, c'est quelque chose qui parle à beaucoup d'Américains. Si vous regardez les chiffres, la plupart des entreprises américaines sont des TPE. C'est-à-dire très souvent, un homme ou une femme qui a fondé une petite entreprise, qui a un employé, parfois c'est le conjoint, et ça ne va pas plus loin. Mais c'est un homme d'affaires, il n'est pas dans le salariat, et donc il rêve de réussir. Et les réussites à la Elon Musk, c'est ça qui est extrêmement porteur. De se dire, aujourd'hui, je gagne peut-être 3 000 $, mais demain, je peux être millionnaire ou milliardaire. Et puis, c'est la croyance quand même, enfin la croyance, le terme est très mauvais. C'est aussi la dimension de la recherche, de la technologie, cette croyance dans le progrès, le fait qu'on puisse aller sur Mars potentiellement, la conquête spatiale. Tout ça, ça parle à beaucoup d'Américains. Donc, il y a tout un amalgame qui fait que pour un certain nombre d'Américains, qui peut d'ailleurs déplorer les outrances de ces deux personnages, on est dans le rêve américain. Au 19e siècle, on aurait parlé de Rockefeller, par exemple. Edison, Benjamin Franklin. On est exactement sur le même type de modèle. Alors, ce monde américain que vous connaissez bien, quel regard il a vraiment sur l'Europe? Ils ne savent pas ce que c'est, ou ça ne les intéresse pas trop, ou ils sont vraiment sur la Chine maintenant? Alors, déjà, la Chine et l'Asie, c'est la priorité. L'Europe intéresse peu, elle intéresse de moins en moins, parce qu'il faut le reconnaître aussi, économiquement, nous sommes
moins dynamique que nous l'avons été, parce que l'immigration est de moins en moins européenne aussi, hein, de manière très claire. Elle est surtout asiatique, je pense à l'Inde. C'est quand même remarquable, hein, je le disais, l'épouse du vice-président, mais aussi Kamala Harris a des origines indiennes. Donc les grandes vagues migratoires, c'est plutôt ces régions, c'est le monde latino-américain. Et puis, évidemment, cette Europe, j'ai envie de dire, ce sont des Europes. C'est-à-dire qu'il y a des Américains pour qui l'Europe, c'est toujours quelque chose d'inspirant. Les élites en particulier, les intellectuels, ils lisent l'Europe. Faire un voyage en Europe, venir à Paris, hein, pensez à la série Emily in Paris, c'est un fantasme, toujours. Et puis il y a quelqu'un qui a dit une chose très juste, c'est que Notre-Dame a été achevée avant que l'Amérique soit découverte. Quasiment. Quasiment. Oui, mais on est au XIIIe siècle. Et on voit bien l'intérêt que les Américains ont porté à Notre-Dame au-delà de la question religieuse. Le fait que Donald Trump vienne pour la réouverture. Donc on voit bien qu'il y a une séduction toujours de cette Europe, mais ce n'est pas forcément un partenaire qu'on considère à égalité économiquement et politiquement. Et j'ai envie de vous dire, depuis fort longtemps, j'ai aussi réalisé récemment une biographie d'Eisenhower. On voit bien qu'au temps d'Eisenhower, on considère qu'il y a une superpuissance et puis une puissance secondaire. Au temps de Richard Nixon, c'est exactement pareil. Donc finalement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une chose que nous autres Français, nous découvrons avec retard. Mais pour un Américain, depuis 1945, il y a les superpuissances et il y a les puissances secondaires. Et les pays européens, tous, sont au mieux des puissances